Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, au programme de votre émission Elon Musk qui fait encore un bras de fer avec l'Europe. Fort de ses satellites Starlink, Numa Isnar, avocat spécialisé en droit spatial, sera en plateau avec nous pour débriefer cette actualité. Et puis il va revenir sur la guerre des fréquences basse orbite. Et puis dans votre talk, puisque nous sommes à quelques jours seulement de la grande pause estivale, je vous propose de regarder un petit peu en arrière et de faire le point sur les moments forts de l'année spatiale, ceux qui ont véritablement marqué le secteur. On ira du méga projet de fusion Bromo à l'IPO de SpaceX avec nos invités en plateau. Enfin, en conclusion de cette émission, votre séquence espace durable, vous allez découvrir l'entreprise Alcante qui travaille sur plusieurs projets avec le Space for Climate Observatory afin de développer des solutions dédiées à la Terre. Bien sûr, vous connaissez le principe dans cette émission. Et cette fois, l'entreprise a fait le pari fort d'ouvrir son propre labo pour aller encore plus loin. Vous allez découvrir ça dans un instant. Mais tout de suite, c'est l'actualité juridique spatiale avec Numa Isnar. C'est parti. Et comme promis, on est maintenant avec Numa Isnar, fondateur de Space Avocat. Bonjour Numa. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors Elon Musk sort encore les gros bras, fort de cette constellation Starlink qui n'en finit pas de convaincre aussi les consommateurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les dernières chroniques, j'allais dire, d'Elon Musk en Europe? Alors vous parlez du mot de guéguerre, c'est des enjeux stratégiques majeurs. Et sur des choses que l'on ne voit pas, parce qu'effectivement, on voit SpaceX, on voit toute cette constellation Starlink qui est absolument immense. Plus de 80% des satellites qui sont détenus par ce fameux Elon Musk. On connaît la chanson, mais il y a derrière ça quelque chose de beaucoup plus invisible qu'on appelle le spectre. Et c'est là la dernière actualité. C'est une guerre du spectre, et derrière ça, on verra dans la chronique, c'est une guerre d'influence. Qu'est-ce que cherche à avoir SpaceX, en gros, et Starlink surtout? C'est la mainmise sur cette fameuse fréquence 2G, 2 GHz. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est la seule fréquence qui est totalement harmonisée au niveau de l'Union européenne. Donc c'est Bruxelles qui a la main, entre guillemets, sur cette fréquence-là. Et puis, c'est une fréquence qui permet technologiquement de faire ce qu'on appelle le direct to device. Vous savez très bien qu'un téléphone portable, il se connecte à une tour avec un système cellulaire. Et puis après, derrière, votre opérateur télécom achemine votre appel. Avec le direct to device, votre téléphone est directement connecté avec un satellite. Donc, vous êtes directement sur la constellation Starlink. Et c'est ça que souhaite sécuriser Elon Musk avec justement ce bras de fer. Il souhaite avoir accès lui aussi à cette fameuse fréquence en or afin de pouvoir irradier toute l'Union européenne avec le service Starlink et avoir finalement une couverture de bout en bout où que vous soyez, véritablement la téléphonie satellitaire. Direct to device, c'est le sujet de demain. On a parlé dans l'émission Smart Space du mois précédent, que je vous invite à aller revoir dans le Space Talk. Donc on comprend qu'il y a un enjeu important, mais finalement, qu'est-ce qui déjà met en colère ou alors force Elon Musk à sortir les bras? Pourquoi l'Europe rechigne, j'allais dire? Et puis derrière, qui décide en fait? Ce qui s'est passé, c'est que, une fois n'est pas coutume, l'Europe a joué souveraineté. Et il est vrai que Bruxelles a décidé de s'octroyer finalement, en tout cas de octroyer à des acteurs européens cette fameuse bande très particulière, qui est déjà d'ailleurs, typiquement on peut parler des grands champions comme Eutelsat qui ont déjà des accès à cette bande-là. Donc finalement, Bruxelles a décidé de jouer européen et de réserver ce ciel européen à des acteurs du cru du continent, afin notamment de rester dans un écosystème qui ne soit pas soumis des puissances extra-européennes. C'est pour protéger notre compétitivité aussi. En fait, ça paraît logique, ça, de se dire que la meilleure fréquence à notre disposition, on va l'attribuer à des acteurs pour en faire des champions du spatial, d'abord européens. Et il y a une question de souveraineté derrière ça. Exactement ça. Il y a une notion de compétitivité, mais derrière, par-dessus, il y a effectivement cette notion de souveraineté, parce que lorsque vous avez une infrastructure très technique et critique qui passe sous un pavillon, en tout cas qui est contrôlé par un pavillon extra-européen, finalement, vous n'avez pas la main dessus. La preuve, les menaces de Starlink, c'est bien de couper le service au niveau de l'Europe. Donc ça montre bien que si vous êtes très dépendant de ce genre de service, si vous êtes finalement dépendant d'un bouton poussoir qui ne se trouve pas à Bruxelles, mais qui se trouve du coup à Washington. Et c'est là l'enjeu du débat. Donc là, concrètement, comment ça se passe? L'assignation, comment ça se passe? Parce qu'on se rappelle, c'est pas le premier combat d'Elon Musk. La dernière fois, il avait gagné. Il se disputait l'orbite basse avec Jeff Bezos, justement. Et donc, il y a tout un enjeu technologique aussi, vous l'avez dit. Comment ça se passe, ce genre d'attribution? Alors,
c'est un sujet qui est hautement stratégique, qui est très méconnu. Alors, bravo du coup à Smart Space de s'aventurer dans le royaume des fréquences, parce que c'est un environnement qui est très rapidement très technique, et puis c'est quelque chose on est dans le domaine de l'invisible. Mais pourtant, les conséquences sont particulièrement visibles et sensibles, parce que déjà, première chose très importante qui peut un peu choquer, un satellite flambant neuf, c'est un débris. Jusqu'à ce qu'il puisse avoir accès à ces fréquences. Parce que si vous perdez l'accès aux fréquences, votre satellite, vous ne pouvez pas communiquer avec lui, et il ne peut pas communiquer avec vous. Donc son intérêt, vous me l'accordez, va être assez limité. Donc pour ça, il vous faut avoir accès à ces ressources en fréquences. Que vous soyez un État, que vous soyez une grande agence, que vous soyez un champion national, jusqu'à la start-up du New Space. Tous ces acteurs-là, ils ont besoin d'accéder aux fréquences. Alors comment ça marche ? Au niveau international, vous avez une grande institution qui est un peu l'ONU des fréquences. C'est la fameuse ITU, Union internationale des télécoms. C'est la plus vieille, en tout cas une des plus vieilles organisations internationales du monde. On est vraiment déjà à l'époque du télégraphe. Elle commençait déjà fin 19e siècle à sévir. Et au niveau des ressources en fréquences radioélectriques, elle a finalement cette mission de coordonner les ressources au niveau mondial. Donc vous avez des délégations, il y en a une à la fin de l'année, qui vont se réunir dans ce qu'on appelle les CMR, c'est ces fameuses grandes conférences mondiales des radiocommunications. Et toutes les administrations vont venir organiser cette utilisation du spectre au niveau mondial, se coordonner. Rappelez-vous de ce mot qui est un mot très important. Et puis au niveau national, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des agences qui sont spécialisées, alors qui représentent, pour le cas de la France, c'est l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, qui représente la France dans ces grandes commissions, et puis qui sert d'intermédiaire avec l'ITU. Alors, prenons un cas pratique, restons dans le concret. Vous êtes un opérateur New Space, vous avez envie de lancer un satellite, vous avez un superbe satellite flambant neuf, malheureusement, on ne peut pas communiquer, donc vous allez aller voir votre agence nationale, en l'occurrence la NFR, et lui demander finalement qu'elle porte au niveau de l'ITU votre demande d'utilisation de certaines fréquences. Et ça, finalement, c'est cette fameuse notion de assignation. L'ITU va venir présenter votre demande, et puis, alors je crois que c'est 4 mois de mémoire, les administrations des États membres de l'ITU vont pouvoir se positionner, et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la fameuse phase de coordination. Et ça dure toute la durée de vie de votre satellite. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est administratif et une fois on a un papier. Non, c'est vraiment un espèce de marathon tout le long de la mission spatiale. On peut perdre son assignation ? Alors, on peut perdre son assignation si on ne l'exploite pas. Vous avez 7 ans pour mettre en service votre satellite. Si vous ne le faites pas, effectivement, il faut laisser la place à d'autres. Donc, on ne peut pas s'y prendre trop tôt non plus quand on a un projet de construction de satellite. Il faut être rapide, mais pas trop. Plutôt quand même que tard. Parce qu'effectivement, parfois, on a un peu des opérateurs qui arrivent un peu dépourvus, parce qu'il ne faut pas oublier aussi d'une chose, c'est que tout le monde veut un peu les mêmes bandes de fréquences. Bien sûr. Et c'est vrai que, on parle des fameuses K, KU, toutes ces bandes qui ont des acronymes un peu spécifiques, mais qui sont extrêmement stratégiques pour les applications spatiales. Donc c'est pour ça que c'est un travail qui se prépare, c'est une vraie stratégie, et puis une stratégie finalement de long terme, parce qu'encore une fois, il faut pouvoir se coordonner. Un des maîtres mots de la gestion des fréquences, c'est le brouillage, en anglais jamming. Pourquoi est-ce qu'on cherche à avoir des assignations ? C'est pas pour avoir un papier signé de l'ITU, c'est surtout pour avoir une assurance que l'on ne sera pas brouillé. Parce qu'il n'y a rien de pire que de lancer votre satellite et votre service n'est pas accessible parce qu'il y a un autre type qui est en train de squatter votre bande de fréquences. C'est ça. Un pirate. C'est un pirate, exactement. C'est ça à quoi servent les assignations, c'est de vous garantir l'absence de brouillage. Sinon, vous émettez, mais vous émettez à votre propre risque. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, c'est le fameux article 4.4, etc. Mais retenez simplement que lorsqu'on a une assignation, on a finalement une espèce de droit d'usage qui est garanti contre les brouillages. Et la règle, c'est premier arrivé, premier service, qui explique notamment les ardeurs d'Elon Musk et de tous ces acteurs d'avoir le plus vite possible le plus gros portefeuille de fréquences disponibles. Vous pensez qu'il va faire plier l'Europe ? C'est pour le coup une belle expérience à avoir justement pour l'unité européenne. Est-ce que l'Europe va tenir bon ? Il y a quand même des grands projets qui ont été mis en place. On pense notamment à Iris-Carré. Bien sûr. Finalement, mais est-ce que Iris-Carré serait éligible ? Enfin, est-ce que ce serait compatible technologiquement d'aller chercher cette fréquence-là ? Est-ce qu'il y a un intérêt ? Parce que ce n'est pas le même genre de constellations qui vont être mises au point. De ma compréhension, il y a quand même un intérêt lié. Et puis de toute façon, c'est aussi un message que vous envoyez à toute la scène spatiale européenne. Si on veut faire un spatial européen, il faut aussi qu'il y ait une échelle européenne de projet et il faut que les parties prenantes
les grands dirigeants au niveau européen aient cette conscience-là. Ce qu'on peut saluer, c'est qu'effectivement, il y a eu cette conscience-là. Là, après, il y a un bras de fer important. Il ne faut quand même pas oublier aussi que Starlink est quand même un opérateur européen aussi, parce qu'il y a quand même, il émet notamment en France, il y a des autorisations qui ont été données. Est-ce qu'il a le droit de couper les vannes parce qu'il n'est pas content? C'est un peu tout aussi c'est un peu tout le sujet. C'est vrai qu'effectivement, quand vous avez une autorisation, c'est compliqué d'avoir cette position-là, mais c'est aussi des effets d'annonce, c'est aussi comme ça que fonctionne la négociation. Il ne faut pas oublier aussi que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des menaces. Il y a des menaces pour nos champions européens qui ont aussi des activités là-bas. Je crois que récemment, le président de la FCC a dit que si l'Union européenne se positionnait de manière un peu plus hostile, il y aurait un principe de représailles qui se mettrait en place. Et on a beaucoup d'acteurs européens, français aussi, qui ont dû aller aux États-Unis, parfois affilier leur société là-bas, notamment pour des questions de réglementation comme l'ITAR. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet qui va avoir un gros enjeu pour nos acteurs. Encore beaucoup de bras de fer à mener pour les acteurs du New Space et d'autres. Merci Numa Isnard d'avoir pris le temps de décrypter ce sujet passionnant, très technique mais juridique aussi, mais au demeurant passionnant des fréquences satellites. On enchaîne quant à nous avec notre Space Talk sur Bismart. Bienvenue dans le Space Talk du projet Bromo à l'IPO de SpaceX en passant par Artemis. L'année écoulée a marqué un tournant dans l'histoire du secteur spatial, tant par la somme de ses actualités que par l'envergure des projets qu'on a vu passer. Alors avant la grande pause estivale, on va revenir sur ces événements avec nos invités. À ma gauche, Pacom Revillon, PDG de Novespace. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. En face de vous, Béatrice Hainaut, chercheuse espace à l'IRSEM. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau. Et puis, à distance, on a André Lezecruc-Pietri, président de Jedi. Bonjour André. Bonjour Cécilia, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors on va couvrir 4-5 sujets comme ça ensemble aujourd'hui. Et puis on va commencer peut-être chronologiquement par le projet Bromo, cette méga fusion dont on a parlé dès la rentrée avec un premier MOU qui a été signé et puis dévoilé. Depuis, ça a un petit peu traîné quand même. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. On a l'impression que ça rame un peu aussi du côté de Bruxelles, ou en tout cas que ces acteurs-là, les patrons d'Airbus et de Leonardo, sont obligés d'aller un petit peu pousser pour que cet accord aille un peu plus loin et qu'on arrive à voir arriver cette méga fusion, parce que c'est bien une méga fusion. Qu'est-ce que ça dit, ce temps long autour de ce gros dossier ? Je pense que d'abord, cette fusion s'inscrit dans cette transformation du secteur spatial en Europe. C'est quand même un des mouvements les plus majeurs qu'on puisse imaginer. Ça avait été discuté déjà pendant les décennies passées sans jamais aller au bout. Ouais. Dans la construction européenne, on parle de deux groupes qui eux-mêmes ont des implantations dans quasiment tous les pays européens, en tout cas dans tous les pays majeurs pour le spatial. Et cette combinaison, si on le regarde du point de vue de la Commission, pose forcément des questions de concurrence, d'articulation, de tout ce qu'on peut imaginer pour l'avenir du secteur spatial. Donc c'est loin d'être quand même un sujet trivial à adresser. Et avec des entreprises, quand même, c'est assez tentaculaire. Ça va vraiment de la construction industrielle jusqu'à la fourniture de certains services plus ou moins souverains. Donc c'est vraiment quand même un patchwork et un puzzle à faire fonctionner ensemble. Donc oui, on est dans des délais longs pour des transactions de cette nature. On est encore dans des délais qu'on peut concevoir. Ça suspecte pas peut-être un frein politique ou de questions de monopole, enfin je sais pas. En tout cas oui, par rapport à ce qu'a déjà dit Pacom, c'est forcément pas une opération qui se fait très rapidement. On imagine bien que la naissance d'un géant spatial rencontre aussi certaines rugosités de la part de d'autres acteurs industriels européens. On sait que OHB quand même a un peu grincé des dents à l'annonce de cela, sachant que ça s'est cumulé aussi avec d'autres frilosités au niveau de l'Union européenne sur des programmes tels que la mise en place d'Iris Square. Donc forcément, il faut peut-être arrondir les angles, il faut voir de quelle manière on fait naître ce géant. Et puis par le passé, on a quand même aussi d'autres géants industriels dans d'autres domaines qui sont nés et qui n'ont pas été consolidés en quelques mois. Donc on suit peut-être rien d'inquiétant pour le moment. Oui, on peut parfois aussi demander des efforts, des ventes d'actifs, on peut tout imaginer à ce stade tant que les décisions n'ont pas été prises. C'est ça, en fait, là on est un petit peu dans le ventre mou, mais qui peut être aussi une jungle, André Lezecruc-Pietri. Oui, mais je crois que là, le tempo, il tue. Les entreprises n'ont apparemment pas encore déposé le dossier. Une décision de la Commission n'est pas attendue avant le deuxième semestre 2027. Je rappelle, c'est 2 ans pendant lesquels SpaceX lance 2000 satellites par an.
Mm. Donc je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas Bromo, c'est la vitesse de Bruxelles. Là, je ne parle pas du fond de la décision, c'est qu'aujourd'hui, nos tempos réglementaires ne sont plus du tout adaptés à la vitesse du monde qui nous entoure, et ça, c'est mortel. C'est mortel, mais alors on a aussi des questions qui sont soulevées par les syndicats, par exemple, autour du nombre de suppressions de postes. Alors là, ça parle de peut-être jusqu'à 5000 emplois menacés d'ici 2030. Enfin, en fait, il y a des signaux qui sont quand même assez contraires et qui peuvent aussi alarmer le monde du secteur spatial sur la finalisation de cet acteur. Est-ce qu'on a raison d'aller dans cette direction d'un méga colosse comme ça? Alors, je pense qu'à l'instant T, ce sera peut-être contraire à ce que penseront les autres invités, mais c'est un peu difficile d'évaluer la pertinence ou non de cette décision. J'imagine que des gens intelligents ont dû réfléchir avant de faire cette fusion, je l'espère. Mais en tout cas, sur le papier, ils nous promettent beaucoup de choses, de créer effectivement un géant industriel européen capable de concurrencer des entreprises américaines, même si effectivement là, comme ça a été rappelé, nous n'avons pas le même tempo et on met plus de temps à faire les choses. Et ensuite, sur le papier, pareil, c'est éventuellement créer des synergies, pouvoir laisser un peu plus de place pour peut-être d'autres entreprises se focaliser sur des capacités qui ne seraient pas développées par ces entreprises. Donc, tout ça, c'est sur le papier. On peut espérer que cette décision a été pesée, mûrie et réfléchie. Mais voilà. C'est des craintes qu'avait exprimé le gouvernement, ne pas viser absolument d'aller cannibaliser les concurrents et penser aussi à construire quelque chose de concurrentiel derrière et d'agile. Et ça fait peur. Agilité, méga groupe est toujours un challenge dans toutes les industries, pas uniquement dans le spatial. C'est l'inverse de ce qu'on dit depuis des années. Mais je pense qu'il y a aussi des sujets qui ont on voit bien que globalement les investissements dans le spatial augmentent. D'un autre côté, cette fusion, honnêtement, oui, peut être présentée comme offensive, mais ça a aussi été un mouvement défensif face à la baisse de la construction de satellites géostationnaires. D'autres moyens ou rationalisés permettaient la baisse des chiffres de réaligner ces activités. Et parallèlement à ça, honnêtement, ça peut ouvrir un appel d'air aussi pour un certain nombre d'acteurs industriels montants de cette nouvelle génération de sociétés industrielles. Donc là, c'est une industrie aussi qui, d'un certain point de vue, se régénère. Donc la nature ayant horreur du vide, on a eu du mal à imaginer un monopole sur le temps long qui durerait pendant 20 ou 30 ans sans que d'autres acteurs au moins arrivent à se positionner sur certains des sujets stratégiques en Europe. Vous partagez ce regard, André ? Moi, je vais être un tout petit peu plus direct. C'est que je crois que il ne faut pas oublier que l'Europe a perdu la moitié du marché des satellites mondiaux en 10 ans. Donc, on a aujourd'hui une alliance extrêmement défensive entre 3 éclopés. Est-ce que 3 éclopés vont faire un champion? J'en doute. Il reste encore beaucoup plus petit que l'est aujourd'hui SpaceX, Starlink. Je pense que c'est très défensif. Je pense que c'est une manière aussi de mettre un peu les États sous pression en faisant une opération qui va forcément prendre 2 ou 3 années. Je crains que ces 2 ou 3 années, on aurait mieux fait de les faire en prenant des décisions peut-être beaucoup plus radicales chez chacun de ses partenaires. Ça ne veut pas forcément dire des décisions radicales en termes d'emploi, mais surtout en termes de croissance et de pari. Où sont aujourd'hui les acquisitions potentiellement de fréquences? Où est-ce que sont les décisions changeant radicalement la manière de produire des satellites? On est encore sur de la haute couture, alors qu'aujourd'hui on produit des satellites. On doit produire des satellites à la chaîne, on doit intégrer verticalement. Oui, mais alors André, c'est bien l'objectif. C'est bien l'objectif affiché aussi, c'est d'aller fusionner ces compétences et de proposer autre chose aux acheteurs. Parce qu'il faut aller chercher des acheteurs, vous parlez du marché. Alors à nouveau, moi, je ne connais pas l'intérieur du dossier, donc c'est toujours un tout petit peu plus difficile, mais ça sent quand même l'opération qui recule pour mieux sauter. Je veux dire, on peut tout à fait faire aujourd'hui aujourd'hui, on voit bien que des alliances qui ne passent pas par des fusions sont souvent plus agiles que des opérations de fusion
capitalistique. On voit ce que fait, alors sur des domaines complètement différents, Luxottica et Meta sur les lunettes. On voit des alliances tout à fait improbables entre des data centers, entre des Mistral et des ASML. Est-ce qu'il faut forcément passer par une fusion qui d'ailleurs rate dans 50% des cas, hein, ça c'est la littérature qui montre ça. Est-ce qu'on n'aurait pas pu être un tout petit peu plus créatif en se disant allions-nous, ne passons pas par les fourches codines de l'autorité de la concurrence qui de toute façon est restée à Bruxelles au XXe siècle, puisque c'est quand même incroyable que ça passe devant la commission devant l'autorité de la concurrence, alors qu'aujourd'hui le sujet c'est pas un monopole prétendu en Europe. Aujourd'hui on est face à un monopole qui est unique, qui est Starlink. Donc, si véritablement la Commission avait été sérieuse sur ces opérations de simplification, là, les fameux omnibus, elle aurait eu le courage de dire, écoutez, c'est évident que le spatial est stratégique, c'est évident aujourd'hui que les Européens sont sur une pente descendante, et donc on approuve immédiatement cette fusion. Non, on n'a pas ni le courage, ni probablement l'intuition stratégique de faire ça. Un dernier mot sur ce gros projet Bromo, toujours en cours avant qu'on enchaîne. Je pense qu'effectivement, on parle de la décision de la Commission. Ensuite, l'exécution sera un challenge majeur. Ouais. À la limite, honnêtement, le seul point, un des points où une dynamique positive, c'est qu'on a cet élan vers des sujets de défense, d'investissement, qui aussi donne des projets à l'Europe et qui, d'un certain point de vue, peut donner aussi une perspective et créer une dynamique de service pour les deux groupes qui n'est pas forcément aussi négative qu'elle l'était il y a 1 an ou 2, au moins dans une partie de leur activité. Oui. Donc ça donne un peu de temps, mais c'est clair que le temps de décision et ensuite le temps d'intégration, parce qu'on parle de 2 ans, mais ensuite il faut mettre ça en musique industrielle, donc même si tout le monde y travaille déjà. Après, je pense que l'autre sujet va être le sujet de l'ensemble de l'écosystème industriel. On pourrait en parler dans le cadre de SpaceX, mais il y a quand même au moins une société en Europe dont la valorisation a dépassé les 10 milliards de dollars quand même, qui n'est pas l'un des 2 grands groupes industriels, qui est une société issue de la Finlande, donc quelqu'un l'aurait pensé il y a quelques années, de HiSci en l'occurrence. Donc attention, parce qu'il y a 2 très gros groupes qui consolident, mais en même temps, par des jeux capitalistiques ou de valorisation voyant jusqu'où aller, SpaceX n'existait pas il y a 20 ans non plus. C'était le début de l'histoire, 25 ans maintenant, et est devenu le leader mondial incontesté. Est-ce que l'Europe a les moyens de faire la même chose ? Je ne vais pas non plus pêcher dans un optimisme absolu. Par contre, est-ce qu'il y a certains autres acteurs ambitieux, question étant de savoir s'ils sont en France, ailleurs en Europe, etc., ou partout, qui sont en train de tisser leur toile et qui commencent à passer des tailles critiques qui leur permettent d'aller encore plus loin. De toute façon, la question du passage à l'échelle est primordiale en ce moment, aussi en conclusion de cette année, de l'émergence de certains de ces acteurs. On enchaîne peut-être dans la foulée avec l'ESA, on parlait d'agilité, de mastodonté et d'Europe. Juste après, je taquine un peu évidemment, mais juste après ce sujet Bromo, l'ESA a pris un virage défense et souveraineté, on peut le dire, avec son conseil ministériel 2025, le vote d'un budget record, 22 milliards, plus 32%. H-Barrer a obtenu 99% de sa demande sur le papier. Donc sur le papier, c'était plutôt une réussite. En Allemagne, on a déboursé 5,1 milliards, 3,6 en France. C'était l'occasion de marquer définitivement l'avance de l'Allemagne sur la France en matière d'investissement dans le secteur spatial. Oui, effectivement. Si on parle de l'Agence spatiale européenne, ce n'est pas non plus la première année que l'Allemagne est quand même le premier pourvoyeur de fonds dans cette agence. La dernière ministérielle, elle avait déjà pris le pas. Voilà, je ne sais plus exactement de quand ça date, mais je crois que ça date même de celle d'avant, des années précédentes. Voilà. Entraîné le transfert de certaines technologies aériennes, d'ailleurs, en Allemagne. Et effectivement, en tout cas, on peut parler de confirmation de l'Allemagne qui est leader, en tout cas, dans le financement de l'Agence spatiale européenne. Maintenant, on voit bien que la situation, par exemple, de l'Allemagne aujourd'hui et de la France n'est quand même pas la même en termes de budget. Il y a quand même beaucoup de discussions sur quel va être le budget de la France à l'ESA. Est-ce qu'on sera en 2e ou en 3e position ? On en était quand même aussi là à compter un petit peu les sous
pour essayer quand même de garder cette seconde position. Donc voilà, maintenant il faut voir aussi dans le détail, puisque vous disiez on a eu un budget record, ça c'est une première annonce. Après c'est intéressant de voir vers quel programme, en dehors des programmes obligatoires, vers quel programme peut-être facultatif, on a les hausses les plus importantes. Donc on voit toujours le domaine des lanceurs est fortement financé, pas que Ariane 6 bien sûr, loin de là. Et puis, comme vous le disiez, on a des déclinaisons sur les satellites d'observation, et puis aussi un nouveau programme de résilience européenne depuis l'espace, avec notamment de l'observation, mais pas que. Donc c'est un nouveau programme facultatif qui a été ouvert. Donc il y aura une partie aussi des fonds, je ne dis pas que c'est dû à cette augmentation, mais en tout cas une partie des fonds qui sera aussi allouée, on imagine. Il faut suivre un petit peu, voir quelles sont les priorités des États. Mais je pense que c'est encore plus intéressant de voir vers où l'argent finalement va être alloué, vers quel programme bénéficie d'une véritable montée en puissance. D'autres programmes, il n'y a pas forcément de baisse, mais qui ne bénéficient pas de la même hausse. De voir un peu dans le détail en fait ces contributions. La défense a quand même été un sujet majeur. La défense, on pourrait revenir, qui est un sujet majeur en dehors de l'ESA, de toute façon, mais à la limite, qui dans le contexte spatial qui se dessine pour cette décennie, pour l'ESA, je ne dis pas que c'était une condition pour pouvoir atteindre ce niveau de souscription, mais finalement, quand même, dans l'incertitude globale sur d'autres sujets comme l'exploration, etc., le fait d'avoir cette autorisation ou reconnaissance de cette capacité à intervenir sur des sujets de sécurité et de défense a clairement été probablement l'une des clés de la, entre guillemets, réussite au niveau budgétaire de cette ministérielle. Après, on voit bien aussi une certaine géopolitique ou cartographie des contributions, parce qu'on parlait de l'Allemagne et de la France, mais l'Espagne a augmenté considérablement son budget, l'Italie l'a augmenté, la Pologne aussi, de plus en plus, comme pays émergent, qui doit accueillir justement un nouveau centre de résilience de l'ESA aussi l'année prochaine. Le Canada, qui était quand même un acteur qui avait largement baissé ses contributions pendant 10 ou 15 ans, compte tenu des discussions avec ses partenaires, y compris son voisin américain, et remonté en termes de budget à l'ESA de façon assez significative. Donc à plus hauteur de plusieurs centaines de millions. Donc on voit bien qu'il y a quand même un investissement aussi de différents pôles au sein de l'ESA qu'il va aussi falloir coordonner du point de vue de l'ESA pour réussir à emmener tous les acteurs sur des programmes et en étant le plus efficace possible. C'est toujours le challenge. Ce qui est intéressant vraiment dans l'Agence spatiale européenne, c'est toujours ce retour géographique, parce qu'à un moment donné, il y avait la discussion, notamment en France, de vouloir le remettre en cause. Bien sûr. Là, avec cette augmentation aussi, et c'est pas ces nouveaux acteurs, mais en tout cas, vous citiez la Pologne, etc., leur retour aussi industriel dans leur État, ce sera intéressant de suivre le tissu industriel quand même. Le développement. On parle de l'ESA, mais quand on parle des sujets de défense qui montent dans le spatial, la question du retour géographique dans la défense n'est pas forcément moins important qu'il n'est au sein de l'ESA en termes de la réalité des dépenses et de ce qu'on souhaiterait en tout cas localiser dans la mesure du possible au cas par cas. Puis il y a eu le cas de l'European Launcher Challenge qui a été lancé, qui a récupéré 900 millions. Au détriment d'Ariane Next. Qu'est-ce que ça dit aussi, André Lezecru-Pietri, un mot sur ce budget et en particulier sur ces choix qui ont ponctué un petit peu les annonces à l'époque de la distribution des budgets? Je crois que c'est vraiment un choix très important puisque c'est un changement de méthode en plus du montant. Donc ça a été très souligné par mes deux collègues, le fait d'avoir ce budget historique, c'est formidable. Enfin, il faut quand même rappeler dans ce contexte-là que l'Europe continue à n'avoir que 10% du budget mondial de l'espace par rapport à 24 ou 23% du PIB mondial. Donc le budget est important, mais le décrochage continue. Par contre, sur le European Launcher Challenge, c'est vraiment l'ESA qui développera, qui s'appuiera sur l'industrie. Et ce ne sera pas elle qui développera le prochain lanceur lourd. Donc c'est vraiment un modèle intéressant parce qu'on s'appuie sur l'industrie, on a potentiellement plusieurs partenaires, l'ESA devient acheteur, n'est plus uniquement le maître d'œuvre. Donc c'est vraiment un changement culturel qui est quand même très intéressant, au-delà du fait que, comme ça a été souligné, l'agence civile devient un acteur du A. Donc yes, vraiment ce sommet de Brême a été hyper important. Évidemment, on aurait tous espéré qu'il y ait un moment de lucidité chez les Européens en se disant peut-être ce retour géographique, c'est la pire des choses qui existent. J'entends toujours dire oui, mais c'est la manière dont on mobilise les pays à contribuer. J'en suis pas sûr. Je pense que la Pologne, dont vient justement ICEYE, dont on a parlé avec la Finlande,
clairement voit le spatial comme extrêmement stratégique, notamment dans le domaine de la défense. L'Espagne, ça a été souligné, a doublé son budget. Je crois qu'on aurait un petit peu de courage à dire ce n'est plus que l'excellence qui compte et non pas le lieu géographique. Mais je sais, là, je suis un doux rêveur européen. Alors, il faut dire aussi, on peut enchaîner là-dessus, qu'il y a la question du vol habité qui peut-être a joué côté Pologne. Hein. On a eu une mission d'un astronaute polonais par l'ESA qui est parti dans l'espace. Bientôt, on espère pour lui, un astronaute espagnol qui était en classe avec Sophie Anno volera vers l'ISS. Si on arrive à envoyer tous les astronautes de cette classe sur l'ISS avant que ça ferme, mais c'est pas dit. Mais ça nous amène à la question du vol habité et donc d'Artemis. Voilà, j'y vais comme ça sur mon prochain sujet. Luca Parmitano, astronaute européen, vient d'être officiellement dévoilé comme membre de l'équipage pilote de l'équipage d'Artemis 3 en direction de la Terre et pas la Lune, puisqu'il s'agit d'une mission qui va permettre de tester des technologies. Le sujet Artemis et la position de l'Europe au milieu de ce programme, ça a été un sujet qui est revenu beaucoup cette année, qui a dit aussi beaucoup sur notre position, nos capacités et notre position de faiblesse, j'allais dire, plutôt que de force à la table des négociations, en fait, hein, avec la NASA notamment. Oui, tout à fait. Alors, si j'osais un parallèle, je dirais aussi qu'en fait, on a un budget, on parlait du budget de l'ESA qui a augmenté. On a aussi quand même eu l'effet de la guerre en Ukraine, enfin le contexte géopolitique et aussi la garantie de sécurité américaine qui n'est plus assurée. Et finalement, avec Artemis, on a aussi eu des décisions américaines qui nous ont fait prendre conscience que peut-être cette alliance ou ce lien très fort entre l'ESA, partenaire des États-Unis dans sa reconquête de la Lune, effectivement, ça avait certaines limites et que c'est clair et net, c'est un programme américain et que les Européens sont dépendants des décisions américaines. Donc, si ils décident de repenser un petit peu ce programme Artemis et d'éliminer certaines étapes dont malheureusement nous, les Européens, faisons massivement partie. Alors, il n'y a pas tout, heureusement, mais quand même avec cette gateway, cette suspension. Voilà. J'allais dire suppression, vous faites bien de me rattraper. Peut-être que demain, on aura une nouvelle décision trumpienne qui... Mais non, effectivement, donc ça c'est une fois de plus. Alors peut-être que ce n'est pas la première fois, mais on se rend compte que cette dépendance fait qu'on est... sans surprise, dépendant des décisions américaines et on en assume ou pas les conséquences, puisque ça arrive. Ça, c'est la question. Est-ce que depuis, on commence à se dire qu'il va falloir assumer les conséquences ? En tout cas, l'impression que ça donne, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu de négociation, hein, les États-Unis. Alors, dans certains, d'ailleurs, culturellement, dans certains programmes américains, mais purement américains, le fait qu'il y ait des annulations de programmes par le passé, c'est arrivé dans l'histoire de la NASA, du gouvernement, parce que ça fait partie de leur histoire spatiale. Mais jusqu'à présent, dans les programmes de coopération, c'était moins le cas. Et là, clairement, ça a été, voilà notre nouveau programme, vous voulez en être, vous en êtes, vous voulez pas en être, c'est comme ça. Et puis, voilà. Au grand dam aussi des acteurs industriels européens qui avaient leur part et de quelques autres partenaires aux UAE. Enfin, il n'y a pas que l'Europe qui a été impactée, même si l'Europe est un partenaire majeur. Et on parlait du vol habité, mais même pour les stations orbitales terrestres, à l'heure actuelle, il y a un grand flou sur le fait que ce soit maintenu ou pas, à quelle hauteur, donc, tous les acteurs qui se sont lancés de ces dernières années. Donc à partir de là, oui, c'est la définition du programme de la NASA, du nombre de missions qui veulent lancer sur la Lune pour installer le village lunaire, qui peut-être pourrait créer de nouvelles opportunités, parce qu'il y a quand même des cadences qui ne sont pas si faciles à tenir. Mais clairement, on n'est pas considéré comme un partenaire ou un facteur clé de succès, à mon avis, de l'arrivée des États-Unis sur la Lune. Et éventuellement un partenaire. L'arrivée peut-être après la Chine, des États-Unis sur la Lune, certainement. On parlait beaucoup de capacitaires, mais c'est vrai que le fait de moins participer aussi en capacitaire nous donnera peut-être pas moins d'occasions pour nos propres astronautes. On parlait justement des astronautes tout à l'heure. Et ça joue un rôle. Le vol habité permet aussi de développer beaucoup de technologies, d'aller chercher des moyens, d'aller chercher des financements aussi. C'est une vitrine qui a cet effet-là et ça peut fonctionner. André Pietri, un mot peut-être sur ce point-là avant qu'on bascule très rapidement sur l'IPO de SpaceX. Oui, moi je retiendrai peut-être la stratégie de la NASA qui est quand même assez intéressante, dont on pourrait s'inspirer, parce que la NASA était quand même dans une situation très difficile depuis maintenant de nombreuses années, et elle essaie de transformer ce retard en une compétition.
Donc avec Artemis 3, en fait, ils mettent réellement SpaceX et Blue Origin en compétition directe, et la NASA finalement volera avec le lander qui sera prêt. Et donc c'est là où Isaac Mann est assez, je trouve, assez génial. Donc c'est un peu la redondance concurrentielle qui est érigée comme stratégie. C'est un peu l'inverse de ce qu'on fait souvent avec notre notion de champion unique. Non, il faut un petit peu de concurrence. Alors, il ne faut pas faire 7 lanceurs comme en France et 8 ou 6 en Allemagne. Ça, c'est du saupoudrage. Mais une bonne dose de concurrence pour s'assurer qu'on aille vite et qu'on soit les meilleurs. Donc, je crois une belle leçon. Et ça fait même des étincelles, pourrait dire Jeff Bezos, au vu des derniers exploits de ces fusées. Mais par contre, je dirais que c'est vrai dans l'exploration, mais c'est vrai aussi dans ce qu'on observe dans la défense, etc. On est dans un monde qui est plus transactionnel. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous mettez sur la table? Je sais pas que c'est un peu comparable aux discussions dans le cadre de l'OTAN, mais qu'est-ce que vous mettez sur la table? Et si vous mettez quelque chose qui est vraiment intéressant pour nous, dans ce cas-là, vous serez partenaire. Si c'est pas le cas... Oui, la culture a changé complètement. Et ça nous ramène à ce dernier sujet, et on va faire très court là-dessus. Même s'il y aurait à dire, l'IPO de SpaceX, c'était le dernier sujet de l'année en termes d'actualité spatiale, et pas des moindres, on en a parlé, reparlé. Est-ce que c'était une bulle, cette transaction, cette entrée en bourse historique, vous connaissez les chiffres, on peut les redire, mais ça a été... L'action elle a flambé au-dessus de 225 avant de s'effondrer de près de 35%, 30% en 10 jours. Elle est retombée à 170. André Le Zucupretri, vous pouvez commencer. Je crois que déjà, c'est ce jour de l'IPO, je crois que c'était le 12 juin, c'est le jour où l'espace est devenu une classe d'actifs. C'est quand même intéressant. Donc l'espace est rentré de plein pied dans notre vie quotidienne. Oui, il y a eu cette bulle, mais qui était déjà assez surprenante quand on a vu le cours de bourse au début. On est toujours encore au-dessus du cours d'introduction qui était déjà stratosphérique. Maintenant, ce qu'il faut attendre, c'est que SpaceX va vouloir maximiser le rendement. Donc, attention à toutes les positions de monopole qui vont être évidemment maximisées. Donc, si on pense que l'espace à bon prix, c'est un peu comme l'IA, si on pense que les tokens qui valent 50% de ce qui coûte vraiment vont durer éternellement, je pense qu'on se trompe. Et on reste en plus sur une logique de société qui peut faire des grands paris. Je rappelle que Elon Musk garde 85% des droits de vote, donc il sera encore capable, tout comme Zuckerberg avec Meta, même s'il n'a que 6% des droits de vote, il a des actions, il a 40% des droits de vote. Donc est-ce que l'Europe va continuer à acheter des actions de sa propre dépendance? Je ne sais pas combien de milliards on a mis des épargnants européens dans SpaceX. Il faut rapidement que ces milliards soient investis dans nos propres grands paris. On peut le faire. Pas comme Béatrice, en quelques mots. Je pense qu'il y a deux sujets. C'est à la fois effectivement une croyance dans l'avenir et ce que le personnage d'Elon Musk peut créer en révolutionnant encore l'industrie liée à l'aérospatiale. Après, je pense que derrière SpaceX, l'autre point intéressant, c'est les valorisations d'autres sociétés spatiales. Une société comme Rocket Lab pèse 55 milliards, et une société qui pèse 30, on parlait d'ICEYE. Et avec ces valorisations très élevées, ça a un mouvement d'entraînement sur les fusions-acquisitions dans le secteur et vraiment une transformation de tout cet écosystème spatial. Alors, juste peut-être pour ajouter un mot, on verra peut-être la réussite ou pas de ce genre d'opération aussi. Comme on le disait, on est beaucoup quand même sur des projets, non sur des choses très concrètes. Alors bien sûr, il a réalisé beaucoup de choses, ça va sans dire, sinon on n'aurait pas bien sûr. tout cela. Mais bon, il y a quand même encore les Starships, il y a quand même encore la reconquête de la Lune, il y a quand même encore, on parlait un peu des fréquences tout à l'heure, donc ça peut être aussi des choses qui vont gripper un petit peu la machine, donc on peut voir un peu comment... À voir, ça peut déterminer le reste de la confiance en ce genre d'investissement. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps d'échanger sur toutes ces actualités cette année, ma foi, passionnante encore dans le secteur spatial. On enchaîne quant à nous avec notre dernière séquence sur Bismart. Espace durable, c'est votre séquence partenaire avec le Space for Climate Observatory porté par le CNES. Et aujourd'hui, on découvre un partenaire du SCO, Alcante, avec notre invité Arnaud Bellec, responsable des activités spatiales chez Alcante. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Space. Alors Alcante, c'est une entreprise au profil assez unique. Peut-être que vous pouvez commencer par nous raconter son histoire et celle de ses fondateurs.
Ouais, effectivement, Alcante est une entreprise un peu particulière dans le paysage du numérique, parce qu'elle s'est construite autour de la donnée géospatiale et avec une forte culture issue de la recherche. Donc en fait, l'histoire, elle a commencé en 2003 avec Guillaume Ortiz, qui est informaticien, et François Leprince, qui est géographe enseignant à l'université de Rennes 2. Et c'est un duo qui a profondément, beaucoup en tout cas, influencé la trajectoire de l'entreprise et qui a très tôt réussi à faire un lien entre informatique et géographie. Et ce qui nous permet de travailler en tout cas de manière très étroite avec les laboratoires universitaires. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons créé un laboratoire commun d'innovation, le Telcant Lab, entre Alcante et le laboratoire LTG, pour répondre à différentes problématiques, et notamment associées à la valorisation, la restitution des données satellitaires. C'est complètement unique. On a souvent des entreprises qui travaillent avec de la donnée spatiale sur ce plateau, mais jamais qui vont jusqu'à créer un laboratoire comme ça, partenaire, pour aller incuber, itérer des idées, et puis voir ce qui peut se faire de mieux pour exploiter au mieux, si je comprends bien l'intérêt, cette donnée spatiale. C'est un pari risqué aussi pour Alcante. C'est un pari pour l'entreprise, mais c'est aussi une activité qui est très stimulante. En fait, la logique dans laquelle on s'ancre, c'est vraiment du co-développement, c'est travailler main dans la main, un industriel et un laboratoire. Et l'objectif, c'est pas uniquement de transférer de la technologie pour la technologie, mais c'est de la co-construire à deux, réellement main dans la main, et la rendre à voir pour les territoires et les différents acteurs de ces territoires. Alors justement, les solutions, par exemple, il y a celle qui s'appelle Chof-Chuva. En fait, c'est un projet au Brésil. Vous allez peut-être nous en dire un mot rapidement. Ça fait partie des projets que vous avez avec le SCO et que vous arrivez à développer grâce aussi à ce genre d'acteurs qui peuvent aller puiser dans ce que vous mettez au point dans vos laboratoires pour les mettre au service des territoires. C'est entièrement ça. En fait, il s'agit vraiment de transformer la donnée issue de l'observation de la Terre en métriques dérivées, en indicateurs vraiment utilisables par les acteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient industriels. Et dans le cas des différents projets avec le SCO, que ce soit Chauvet-Chouva ou d'autres projets comme Altelis, Pantanal ou Satland, l'objectif, c'est vraiment d'aborder les problématiques de recherche et de les généraliser, si ce n'est de les vulgariser, pour l'ensemble des acteurs sur les territoires. Et du coup, on va s'attacher, par exemple, à détecter des évolutions d'occupation des sols sur des très grandes échelles, identifier ou suivre des phénomènes environnementaux en continu, tels que, comme c'est l'actualité, les isolos de chaleur, ou plus largement les territoires qui sont soumis à de fortes surchauffes thermiques, ou encore d'étudier des séries temporelles, déterminer des périodes de rupture relatives à un changement d'état sur les territoires, et en rendre compte aux acteurs de ces 10 territoires. L'idée pour vous, c'est ensuite d'aller, fort de ces données, de ce travail-là que vous aurez mis à l'épreuve en fait, localement, c'est d'aller vendre ces solutions à des acteurs. Est-ce que ce passage-là, cette transition-là de commercialisation, elle est difficile? Est-ce que vous avez déjà des premiers résultats? Quel service vous arrivez à convertir? C'est vraiment ça, en fait. Le but du jeu, ou l'enjeu en tout cas, c'est vraiment de passer d'une logique de prototype, de preuve de concept, à une logique de service opérationnel et de fourniture de données. Donc, c'est rendre les technologies utilisables simplement, les industrialiser de manière robuste et les rendre aux utilisateurs par la suite. Et donc, c'est un pari osé, c'est un pari qui est gagnant, puisqu'on a déjà des acteurs nationaux qui peuvent utiliser nos différentes solutions, tant sur des approches associées à la végétation, ou des approches associées aux dynamiques thermiques des bâtiments, notamment, afin d'y apporter des solutions. Merci beaucoup Arnaud Bellec d'avoir pris le temps de nous présenter le modèle d'Alcante, son investissement dans le travail auprès de la donnée spatiale, les projets que vous menez notamment avec le SCO. Et je crois que vous aurez des premières mises en service dès la rentrée. On suivra votre travail avec attention sur Bismart. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Bismart. Au revoir.